Pendant le confinement, on a parlé du monde de demain, comme si on avait retourné la flèche du temps, comme si le spectre de la fin du monde ou d'un monde avait été remplacé par l'idée d'un monde de demain. Matryoshka. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde d'après. Et oui, pour ceux qui angoissent d'une éventuelle fin du monde, on a trouvé la preuve que le futur existe. Et même qu'il existe déjà, puisqu'il nous a envoyé Étienne Klein. Pour Matryoshka, le philosophe des sciences décline les temps, futur et présent, mais aussi décrypte pourquoi, ces temps-ci, notre perception du temps est plutôt maussade. Et oui, on est bien d'accord que dans notre rapport à l'avenir, on peut chercher des explications physiques de ce qu'est le futur, savoir s'il existe. Mais il y a aussi nos appréhensions, nos attentes, nos espérances. Et ça joue aussi. Donc, avec Étienne Klein, on va essayer de capter toutes ces mécaniques. Vous connaissez la phrase de Woody Allen? Laquelle? Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Ouais, je la connais. C'est toujours l'idée que le bonheur, il est tout près, mais il me manque un truc. J'ai pas l'appartement qu'il faut, j'ai pas la femme qu'il faut, j'ai pas le métier qu'il faut, j'ai pas les revenus qu'il faut. Et donc, le manque qui vous sépare de l'idée de bonheur vous rend malheureux. Mais si on arrive justement aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas dans ce temps de complétude où finalement on aurait tout, et c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve face à de telles angoisses de perdre ce qu'on a acquis? On est complètement obsédé par l'idée de la perte qui s'accompagne d'un sentiment du déclin. Et ça nous rend pessimistes. Et donc on est beaucoup plus pessimiste à ce mesure d'ailleurs que des pays dans lesquels la situation est beaucoup plus grave, comme l'Afghanistan par exemple, mais où l'espoir est permis. Oui, où l'indice du bonheur est sans doute supérieur au nôtre. Vous qui avez travaillé sur le temps, in fine, on pourrait avoir l'impression qu'aujourd'hui on est bloqué, emmuré dans une réalité où on n'arrive plus à voir un futur. D'une certaine façon, comme si c'était un espace-temps qui nous enfermait. D'abord une sorte d'anecdote personnelle et puis ensuite une analyse un peu plus globale. Quand j'étais adolescent, donc ça remonte aux années 70, je n'ai pas honte de le dire, j'étais dans une famille nombreuse et on recevait des magazines pour adolescents qui s'appelaient Tintin, Pilote, Spirou. Et toutes les semaines, nous recevions par l'intermédiaire de ces magazines une configuration de l'an 2000. On nous parlait sans cesse de l'an 2000. On le représentait de deux façons, c'est-à-dire il était dessiné, il y avait des bandes dessinées qui racontaient comment en l'an 2000 on allait voyager, communiquer, travailler, manger, etc. Et donc, ce futur qui nous attendait était représenté par des dessins, et en même temps il était mis dans notre présent. Mm-hmm. Et donc chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous était présenté. Évidemment, certaines projections se sont révélées fausses, mais on n'avait pas de doute que l'an 2000 allait exister et nous attendait au coin de la rue. Bon. Et je pense que psychiquement, ça nous rassurait beaucoup, enfin, même s'il y avait la menace atomique qui était omniprésente dans les médias, etc. Et puis on a passé l'an 2000, et trouver, alors qu'on a passé l'an 2000, un nouvel horizon projectif. L'an 2000, c'est un changement de millénaire, de siècle. Alors on peut dire 2050, 2100, mais ça n'a pas la même force d'attraction. De sorte que le futur a été laissé en jachère intellectuelle. Plus personne ne parle de 2100. Et puis, l'an 2000, ça correspondait au sommet d'une montagne. Donc quand vous grimpez, vous êtes tout tendu vers l'objectif, et puis quand vous redescendez, finalement, vous vous éloignez de l'objectif. Et donc, le fait de s'éloigner de l'an 2000 crée l'impression qu'on est dans la descente, qu'on descend du projet qu'on s'était donné, et ça donne le sentiment de déclin dans lequel nous sommes. Et moi, je trouve que vis-à-vis des jeunes générations, la mienne a le devoir de parler du futur aux jeunes, comme l'ont fait mes aînés quand ils ont configuré l'an 2000. Mais est-ce que ça signifie, Étienne Klein, que le temps n'est qu'une perception du temps? Ah non, non, non. Parce que là, finalement, on parle de la perception de ce temps, la perception absolument. du futur. Mais le temps, au-delà de cette perception, qu'est-ce que c'est? Je pense que le temps qui passe, il est complètement indépendant de la perception qu'on en a, il est même indépendant de ce qui s'y passe. Et de ceux qui disent qu'en fait, on change d'air dans la perception du temps, je reste là-dessus encore une minute et puis après on bouge, de ceux qui disent que dans cette perception du temps, il y a par exemple
Paul Virilio, dans le futurisme de l'instant, l'évoquait aussi, cette idée de passer du chronos au kairos. Qu'est-ce que ça dit, ça? Pendant le confinement, j'ai eu l'impression qu'on était tous synchrones. C'est-à-dire que le monde n'allait pas plus vite que nous. Et je trouve, en tout cas pour moi ça a fonctionné, que ça a produit une forme de confort psychique. Le sentiment de ne pas être en retard. Ça m'a permis de voir, en effet, comme le disait Virilio que vous citez, qu'il y a le kairos, il y a le chronos, le kairos, et le kairos, c'est des circonstances qu'on subit ou qu'on aménage qui nous permettent de nous sentir en phase avec le monde dans lequel nous sommes, qui n'est pas le monde entier, mais l'environnement qui nous accueille. Matrioche.